rencontré mon éditeur via un projet auquel j'ai participé en collaboration avec l'Institut français de Madagascar. Et donc voilà, c'est comme ça que l'éditeur m'avait repéré. Et, voilà. Alors sinon, où est-ce que mes bandes dessinées sont lues à Madagascar, mais vraiment un tout petit peu, parce que là-bas, déjà, les livres, c'est un luxe. Même nous, en tant que Malgaches, on achète les bandes dessinées que ça doit vraiment être le livre pour pouvoir l'acheter, puisque ça coûte très très cher. Et donc voilà, à Madagascar, très très peu. Ce sont surtout les expatriés qui achètent. Et sinon, en France, à La Réunion aussi, la France. Voilà. Absolument, merci. Et vous, Simon, vous avez choisi, une fois arrivé en France, de créer votre propre maison d'édition. Mais est-ce que vos albums circulent aussi au Cameroun? En fait, bonsoir. Il faut parler bien proche du micro, s'il vous plaît. Je dis bonsoir et je suis content d'être là. Et voilà, pour répondre à ta question, moi je suis parti du Cameroun depuis 1999 pour les études ici. Et c'est par la suite que j'ai pu trouver travailler dans le domaine, travailler dans l'édition en France. Et je travaille beaucoup plus pour l'édition française. Et les albums que je produise sont lus plus en France. Mais c'est vrai que j'ai eu à faire un album en 2009 qui s'appelle Malamine africain à Paris avec les enfants rouges, qui a été réédité au Cameroun et en Algérie. C'était aussi dans l'idée, la volonté de mon co-auteur. L'idée, c'était vraiment de permettre aussi aux jeunes Camerounais de prendre connaissance de nos propos, puisque c'était un problème lié à l'immigration, dont le livre s'est retrouvé au Cameroun en réédition par Ifrikaya. Et aussi la BD s'est retrouvée en Algérie par Larbi, qui avait voulu vraiment le rééditer. Bon, par contre, ça, c'est des bandes dessinées que je réalise en tant qu'auteur. Mais pour les BD que j'édite, parce que j'ai une maison d'édition, Tome Édition, la plupart de ces BD sont lus en France. Mais en ce moment, ils ne sont pas dans le territoire africain, puisque je suis en pleine étude pour savoir comment je peux amener les livres en Afrique et les vendre à tout public, pour que ça ne soit pas réservé rien qu'à une catégorie de personnes généralement qui sont pleines aux as. Parce que la BD quand même que je fais, c'est des albums de BD cartonnés et ça coûte très cher. Voilà. Merci pour vos premières réponses. Alors, on va déjà définir peut-être la géographie dont on va parler avec vous, Christophe Cassio-Ory. Est-ce qu'il y a une histoire et une actualité de la bande dessinée dans tous les pays africains, ou est-ce propre à l'Afrique francophone? Non, écoutez, c'est simple. Il y a de la BD dans toute l'Afrique. Lusophone, francophone, anglophone, arabophone, malgachophone. C'est vrai. Donc non, il n'y a aucun pays qui fait exception. Ce qui les différencie, c'est le rapport à l'ancien pays colonisateur ou pas. Et évidemment, la force de la diffusion. Ça, c'est assez clair, quoi. Mais non, c'est un phénomène qui dure depuis environ un siècle et qui n'a jamais vraiment cessé. Même si les auteurs de BD ne sont pas du tout aidés par les gouvernements. De toute façon, il n'y a pas de politique du livre. Je ne parle pas de la BD. Hein. Il n'y a pas de politique culturelle, ou très peu. Il n'y a pas de politique du livre en Afrique, ou très très peu. Il y en a eu par intermittence dans quelques pays durant des années. Par exemple, le Sénégal, à l'époque de Senghor, avait une politique en faveur du livre, et il y avait des BD qui étaient édités par ruissellement, en quelque sorte. Mais sinon, non, il y a de la BD partout, ça dépend de sa forme. Voilà. Mais on pourra en parler, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Je voudrais juste vous, avant que je prenne la parole, vous remercier et remercier le festival pour notre présence ici. Il n'y a pas beaucoup de festivals qui donnent de la place à la BD en Afrique, et pour un festival, et pour l'exposition, et pour nous avoir invités pour cette conférence. Voilà. Et vous dire que je suis aussi directeur de collection. J'ai BD, une cinquantaine de titres, et nous non plus, on vend assez peu en Afrique.
Merci en tout cas d'être tous les trois présents avec les auteurs aussi présents sur le festival. Mais est-ce que ça veut dire qu'être auteur de bande dessinée, ça ne peut pas être un métier en Afrique? Katmous et Simon? Katmous? Alors, ça peut être un métier en Afrique, mais de là à dire qu'on peut en vivre, c'est toute une autre histoire. Je ne sais pas pour Simon si c'est la même chose ou pas. En fait, moi, je dirais que ça dépend de tout un chacun. Il y a des auteurs qui arrivent à en vivre de la bande dessinée, mais dans les bandes dessinées de commande, généralement les ONG, parfois dans la publicité aussi. Mais en fait, la BD proprement dit de création, il est difficile d'en vivre parce que, comme disait Christophe, il n'y a pas vraiment une organisation économique autour de la bande dessinée et non plus politique culturelle, pas de statut d'artiste. Moi, je prends du cas du Cameroun où il n'y a pas de statut d'artiste de bande dessinée, bon, d'artiste en général. Et généralement, parfois, il faut commencer par là pour organiser un métier qui est appelé à générer des fonds. Et ces fonds, généralement, permettent aux auteurs d'en vivre, mais ce n'est pas le cas dans nos pays. Mais en vivre, ça dépend. Comme je disais, il y a aussi quelques auteurs qui ont parfois des projets, qui ont parfois des petits projets de manière sporadique liés aux projets subventionnés, des missions de coopération. Mais c'est toujours pour une petite période, mais ce n'est pas toujours continuel. Mais beaucoup, si je dirais, certains en vivent un tout petit peu, mais beaucoup sont un peu dans la galère quand même. Ouais. Et ceux qui en vivent ou qui espèrent en vivre, quels sont les débouchés de leur bande dessinée? Parce qu'on a parlé du livre, évidemment, c'est important le livre, mais il y a aussi des revues. Hein. Simon, vous aviez une revue au Cameroun, il y a les festivals, il y a plein d'autres endroits où faire vivre la bande dessinée, Christophe Cassio. Où est-ce qu'elle vit alors cette bande dessinée quand elle arrive à vivre? Alors, d'abord, il y a l'auto-édition qui est généralisée. C'est-à-dire qu'il y a un gros avantage, c'est que éditer des livres, imprimer des livres, donc imprimer de la BD, devient de plus en plus simple et de plus en plus économique, en Afrique également. Donc les auteurs font leur propre histoire sur 24, 32, 36 planches, ça dépend, il faut que ce soit un multiple de 8, donc 4 x 8, 32. 32 planches par exemple, ils l'impriment eux-mêmes et ils le vendent sur les marchés à l'occasion de festivals du livre et autres. Et donc il imprime à 100 exemplaires, ils en vendent 90, avec l'argent récupéré, hop, il réimprime 50 exemplaires de plus, ou 40, ou 30, ou 60, ou 100, ça dépend comment ça marche. Ils se mettent ensemble, ils forment des associations, des groupes ensemble, et puis ensemble, ils mettent le peu de moyens dont ils disposent, et puis voilà, c'est à la bonne franquette, et ils se soutiennent, ils vendent eux-mêmes. Donc, l'avantage, c'est que comme l'État ne s'occupe pas d'eux, ne les aide pas, l'État, il y a des chances pour que l'État ne leur demande rien. Et qu'il n'y ait pas de taxes, de TVA, d'impôts, parce qu'il y a une TVA en Afrique. La France sait très bien exporter ses bonnes idées. Et, donc ça, c'est l'avantage. Et d'un autre côté, parce que les Africains, c'est une généralité hein, que je vais dire, hein, dans les villes sont très connectés. Hein, il faut vraiment en avoir conscience. On ne mange pas à sa faim, mais on a son téléphone qui nous relie au monde, l'équivalent d'un iPhone. Beaucoup d'entre eux font soit l'équivalent de Webtoon, par exemple. C'est des épisodes qu'on achète à l'unité ou plusieurs à la suite. Ouais. Pour les Coréens, pour Dupuis, hein, ça c'est lancé il y a environ 2 ans à peu près, Moabi, ça s'appelle. Soit produisent sur Internet, soit évidemment, voilà, ils produisent, comme ce sont des artistes, des créateurs, des créatrices, pardon, hein,
Voilà, ils ont besoin de ça. Donc voilà, c'était quoi la question? Non, mais cette question était là, mais c'était où, puisque les livres, ils n'arrivent pas à en vivre. Donc vous avez répondu, sauf sur une question que j'aimerais vous relancer, c'est la question de la presse. Est-ce qu'il y a une presse parce que Simon, vous aviez MacBD, mais qui n'a pas résisté à votre départ du Cameroun, voilà, 3 numéros, mais est-ce qu'il y a une presse qui peut accueillir la bande dessinée, soit la faire vivre, soit au moins permettre à ses créateurs d'avoir un lectorat? C'est moi qui réponds ou bien ça peut être les deux. Camarades. Moi, je vais vous dire non. Ok, en gros, non. Il y a eu dans les années 60, 70, 80, même la presse officielle, moi qui suis né, qui était élevé au Cameroun, dans le journal Cameroun Tribune, qui était le journal du Cameroun. Hein. Il n'y en avait pas d'autre. Partie unique dit presse unique. Mais toi, tu connais, hein, Simon-Pierre. Oui, c'est vrai que c'était beaucoup les caricatures de presse qui envoyaient des caricatures beaucoup plus de caricatures. Un peu semi-caricature, semi des bandes dessinées. Lemana Louis-Marie, tout le monde le connaissait. C'était le caricaturiste camerounais. Lemana Louis-Marie, c'est ça? Oui, il y avait Lemana. Ouais. Pardon, j'ai le micro. Il faut mettre la main bien haut. Je termine juste pour dire, il y a une exception, c'est chez Eukatmouth, où dans la presse, on trouve des planches de BD. C'est vrai. Dans la presse, tu veux dire? Ah oui, la presse généraliste, tu trouves souvent une planche de BD. Oui, peu importe les journaux, en fait, à Madagascar, on a toujours des planches, des pages de BD dedans, mais généralement, ce sont des dessins de presse où on va parler de la vie quotidienne, par exemple, à Madagascar, ou de la politique. Oui, voilà, donc c'est c'est un peu caricaturé aussi. Donc oui. Simon? Oui. Bon, je disais que c'est au niveau de la presse au Cameroun, pour accompagner les dires de Christophe. Il y avait il y a une culture de dessin de presse au Cameroun depuis fort longtemps. Mais c'est vrai que dans les années 90, où il y a eu le multipatisme, il y a eu un magazine qu'on appelle Le Messager Popoli, qui est devenu Le Popoli, qui faisait en fait un mix entre la caricature et la bande dessinée, qui racontait les quotidiens des Camerounais. En fait, c'était l'information traitée sous forme de BD. Bon, j'ai travaillé pour ce magazine en 97, un an avant de venir en France. Mais bien avant, par rapport au magazine, le magazine MacBD, c'était lié à l'association qu'on avait créée, le mouvement des auteurs camerounais de la bande dessinée en 96, toujours porté par le Centre culturel français. Mais c'était un magazine qui était pas vraiment distribué. Bon, c'est vrai que nous, on essayait de vendre au sein des CCF. Mais bien avant ça, j'avais eu une petite expérience quand j'étais au lycée. Au lycée, avec des copains, nous avons lancé un magazine New Kid. C'était en 94. On avait fait 2 numéros et on avait des correspondances. C'était un magazine 10 pages de bande dessinée et quelques articles, puisqu'on faisait tous partie d'un club des arts et de la presse. Donc voilà, c'est les petites expériences que j'ai eues dans la presse. Mais aujourd'hui, on a quand même au Cameroun le Messager Popoli qui est devenu le Popoli. Aujourd'hui, continue toujours à traiter l'actualité à travers les caricatures, semi-caricatures, semi-bande dessinée, c'est ce que j'appelle. Mais quand même, c'est une autre forme d'expression liée à l'image, liée à l'écriture. Je pense que dans ces différents pays, est-ce que ce sont les mêmes auteurs, autrices qui produisent des bandes dessinées, qui produisent du dessin de presse et de la caricature? Ça dépend. Je ne sais comment. En fait, pour le Cameroun, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai qu'on se forme. Beaucoup d'auteurs, des dessinateurs camerounais ont eu d'expérience dans la presse. Mais je ne sais pas, sincèrement, puisque ça fait depuis plus de 20 ans que je suis en France. Je n'ai plus suivi l'évolution des auteurs. Je pense que la plupart aujourd'hui, des nouvelles générations, font leur expérience via les petits fanzines. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ont des styles, qui sont inspirés, qui sont proches du magazine Popoli. Donc voilà, peut-être ils ont fait quelques classes là-bas, mais il peut aussi arriver qu'ils le lisent et ils s'inspirent de ça, ils s'inspirent de cette presse pour pouvoir se construire un univers graphique. Voilà.
Alors, puisque vous avez renvoyé tous à des moments de l'histoire, peut-être intéressons-nous justement quelques instants à cette histoire de la bande dessinée dans ces parties de l'Afrique. Est-ce qu'il y a une unité, une continuité entre les débuts sous la colonisation, l'alternance des régimes démocratiques ou autoritaires, ou est-ce que chaque changement de régime et de situation a provoqué pour les auteurs de bande dessinée une rupture dans la manière de pouvoir ou non faire de la bande dessinée? Christophe Cassio-Ory. Pourquoi c'est moi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez publié des livres sur le sujet. C'est une question très ardue. Il y a 3 ans, j'ai voulu écrire un article qui s'appelait La BD africaine existe, je l'ai rencontrée. Et puis, j'ai jamais terminé l'article. Je ne suis pas arrivé à l'écrire. La BD africaine au sens stylistique, hein. Pas au sens continental, pas au sens géographique. Alors, ce que je crois, c'est que jusque dans les années... Mais ça correspond aussi à la géopolitique, hein, en fait. Jusque dans les années 90, les auteurs africains de BD étaient très influencés par l'Europe. Très, très. En gros, ils faisaient de la BD franco-belge. Voilà. Alors, de manière, évidemment, c'était très tropicalisé, mais en gros, il est de la BD franco-belge. Donc, vous avez des auteurs très connus, dans les 60, 70, 80, qui faisaient l'un du Hergé, l'un du Uderzo. C'était pas volontaire, hein, c'était leur influence et autres. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et même au niveau de Madagascar, à partir de 1984, à la fin de la malgachisation, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, à moins que Ketmous ne le veuille. Mais en gros, quand Madagascar, après une dizaine d'années, s'est réouvert au monde, les auteurs de BD ont voulu reproduire ce qui leur arrivait, ce qui était importé chez eux. C'était essentiellement des fumetti italiens. Donc Blake le Rock, Zambla, enfin je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mesdames et messieurs, Captain Swing, voilà. Et donc ils ont fait des fumetti malgaches, et ça a duré, je sais pas, une dizaine d'années, quoi, à peu près. Hein. Donc vous avez des Blake le Rock en version malgache, mais dessinés, hein, pas photocopiés, dessinés par des auteurs malgaches. Et donc Blake le Rock, il a sa toque de raton laveur, je crois, sur la tête, mais il a des traits de malgache. Et il lui arrive les mêmes aventures que le vrai Blake le Rock, mais à Mada. Donc les bandits sont joués par des soldats français, en général, quoi. Bon, voilà. Donc il y a une influence occidentale. Après, c'est l'arrivée de la démocratisation, donc la démocratisation de la presse, donc l'ouverture des médias à plusieurs origines dans les années 90. Et ils font comme nous. Le manga arrive. Ils deviennent aussi des enfants de Goldorak, comme les autres. Et ça a énormément influencé. Donc, progressivement, peu à peu, ils sont aussi ouverts grâce à Internet aux Américains, aux comics. Donc maintenant, en Afrique, il y a plein de styles divers. Les jeunes ne font que peu de la BD franco-belge. Beaucoup font du manga, et le manga en Afrique est en pleine évolution. Et beaucoup font aussi du comics. Alors voilà, il adapte, il le tropicalise évidemment, et beaucoup essayent aussi de trouver un style africain. Voilà, je ne peux pas me prononcer, sinon je ne pourrais plus jamais aller en Afrique, mais certains font des choses originales. Voilà, pour rester neutre. Répondu. Simon, oui, pour répondre à la question, c'est en matière de BD, BD très engagé. Dans le magazine dont je parlais, Popoli, ils étaient assez corrosifs envers comment on appelle, le régime en place. Dans les années 90, où il y avait vraiment c'était assez chaud, où on était en période de multipartisme, il y avait vraiment il y avait un lâcher, les gens vraiment s'exprimaient, et on avait quand même la liberté. Moi, j'ai travaillé dans ce magazine dans la période où on arrêtait tout le monde, mais bon, j'ai eu la chance de partir très vite parce que mes parents ne supportaient plus que je sois exposé, puisque je me rappelle bien à l'époque, il y avait un journaliste qu'on appelait Mpuis Diawé,
qui a participé, qui a été l'un des journalistes qui a porté vraiment de la presse privée, qui a été très engagé dans la presse privée au Cameroun. Chaque fois, il se faisait arrêter. C'est la période où je travaillais là-bas. Et pour mes parents, c'était un risque. Et aussi, bon, c'est vrai, quand j'arrive là-bas, je venais avec un style graphique inspiré des fumetti, puisque moi, je me suis formé à partir des fumetti. Donc, quand j'arrive dans cette presse, j'apprends à travailler, à faire de la caricature. Et très engagé. C'est vraiment la fibre engagement. Je l'ai vraiment pris là-bas parce que c'était là où on formait vraiment à s'écouter. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que, parce que je pense, je fais allusion à la censure, je pense. Et aujourd'hui, bon, je ne saurais comment le dire, mais je sais que j'ai fait un album tout récemment, Colonel Toutou, et je suis en train de réfléchir pour voir comment je dois l'amener au Cameroun, parce que ça parle vraiment du système. Et voilà. Bon, c'est un colonel qui n'est pas content de la manière dont on le traite et qui décide, du coup, il va chercher les 100 soldats les plus bêtes pour aller prendre le pouvoir et puis il tue tout le monde, hein, le président en place y compris. Par contre, il est content, c'est que les Français le reconnaissent comme président et... Il fait un deal avec la France. Il fait un deal avec la France, voilà. Est-ce que je peux, c'est moi le nouveau président, qu'est-ce que je fais pour consolider mon pouvoir? Qu'est-ce que je fais? Paris lui dit, si tu veux vraiment être président, que nous te soutenons, il faudrait que tu laisses le coût des matières premières bas. Bon, voilà. C'est ça. Le problème, c'est qu'il a un crocodile qui a un peu tendance à manger des conseillers français que le pouvoir lui envoie. C'est une pure fiction. Hein. Bon, en fait, c'est pas de moi. Je suis que dessinateur parce que c'est le travail de Christophe Edimo, qui est un scénariste assez prolifique d'ailleurs, qui travaille avec Christophe aussi chez l'Harmattan. Donc, bon, voilà. De ce côté, je pense que les régimes politiques dans nos pays, généralement, quand on traite des sujets où on ne les cite pas, on ne les nomme pas, on est moins en danger que quand on les cite ouvertement. Donc, bon, pour l'instant, je préfère traiter les sujets sensibles avec de l'humour pour faire passer facilement le message et éviter de faire vraiment parce que dans notre domaine, il faut faire un choix. Soit on fait de la politique, soit on fait de l'art. Et quand on fait de l'art, si on veut parler politique, il faut le faire de manière subtile, mais tout en donnant des petits coups de pique, en quelque sorte. Voilà. C'est intéressant. On va y revenir dans un instant, mais je reviens sur la question de l'histoire. Ce Christophe Cassiori, vous avez raconté les différentes influences qui ont animé les auteurs de bande dessinée en Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de construction d'un style ou d'une histoire de la bande dessinée dans ces pays qui aurait été transmis parce que l'indépendance, parce que l'indépendance de 60, les dictatures de 70, le renouveau démocratique, toute cette alternance a empêché que se forment des générations qui transmettent leur BD ou pas? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est lié à un phénomène assez étrange. C'est qu'il y a, en tout cas sur un plan officiel, il n'y a pas d'école de BD en Afrique. Hein. Ça peut paraître incroyable. On peut estimer qu'il y a environ entre 1000 et 2000 auteurs de BD sur le continent africain qui produisent. Tous sont autodidactes ou quasiment autodidactes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'école de dessin. Je ne dis pas ça, mais même le Congo-Kinshasa, qui est le grand pays de la BD en Afrique avec Madagascar, ou l'un des très grands pays, les auteurs de BD sont formés dans la section publicité de l'école des Beaux-Arts, de l'Académie des Beaux-Arts, qui est la plus vieille académie des Beaux-Arts d'Afrique, puisqu'elle est née en 1943, avant même les Sud-Africains. Donc comme il n'y a pas d'école de BD, il y a moins 30 transmissions, beaucoup moins. Et je pense que c'est lié à ça. Je crois, mais c'est une hypothèse. Il y a des écoles privées qui, depuis quelques années, mais 3 ou 4 ans, là je pars au Bénin, travailler dans une école des Beaux-Arts, enfin une école de dessin, de BD, dis donc, je vais arriver. Une école de BD, mais elle est privée. Voilà, donc voilà, je pense que c'est lié à ça, et puis surtout à l'absence de diffusion en interne, quand il n'y a pas de librairie, c'est compliqué. Donc en Côte d'Ivoire, dans quelques pays qui s'en sortent très bien sur un plan économique, parce que l'Afrique va bien sur un plan économique, hein, je le rappelle. Hein. Je sais qu'on a tendance à l'oublier, mais
Il faut le dire aussi, quoi. C'est une question de redistribution. Hein. C'est ça. Donc, dans quelques pays, effectivement, il peut y avoir de la diffusion. Mais quand on admire quelqu'un, mais qu'on n'a pas ses BD, c'est compliqué de s'en inspirer. Donc, voilà, donc, il y a ce phénomène-là. Il faut dire un truc. Simon Pierre a dit quelque chose de très intéressant. Oui, il y a je l'ai oublié. Hein. Tu as bien fait. Oui, il y a une presse caricature et BD politique qui dure depuis très longtemps. Et qui a résisté aux alternances. Exactement. C'est un truc, effectivement. Donc, Popoli, c'est 97-96 à peu près. Nga, chez toi, c'est quelle année? 98, 99. Gbish en Côte d'Ivoire, c'est 99. Et Gbish, par exemple, Nga tire à 6000 exemplaires toutes les semaines. Gbish a tiré jusqu'à 25 000 exemplaires. Donc ça existe, hein. Effectivement. J'avais j'ai répondu ou bien j'ai encore digressé? Ouais. Non, c'est bon. Mais on va demander justement, je vais demander à Katmouth par rapport à ce qu'a dit Christophe, voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'école, où ma question c'était la question de la transmission, de la non-transmission. Ça veut dire comment vous avez eu l'idée de devenir autrice de bande dessinée, quelles pouvaient être vos références, et puis est-ce qu'il y avait justement des noms d'auteurs de chez vous qui vous montraient une voie à suivre possible? C'était les classiques. Moi, j'ai grandi avec Tintin. Déjà, je ne vivais pas en ville, je vivais à la campagne, donc c'était vraiment hyper compliqué d'avoir des bandes dessinées. Mais comme ma mère, elle faisait du dessin, elle, au fait, elle lisait des bandes dessinées. Donc, j'ai connu Tintin, Lucky Luke et Coup à Coup aussi. Ça, j'ai adoré parce que ça ressemblait, ça nous ressemblait. Et voilà. J'ai pas vraiment de référence très large par rapport à la bande dessinée puisque je n'ai pas grandi avec ça. Mais par contre, on avait quand même la télévision. Et là, j'ai grandi dans les années 90 où je commençais à regarder du manga. Et donc voilà, comme Christophe l'avait dit, c'est un peu un mix de tout ça. Voilà. Et vous, Simon, est-ce que vous avez aussi des références ou des gens qui vous ont montré qu'il était possible de faire de la bande dessinée au Cameroun ou pas du tout? Pour moi, c'est un concours de circonstances, de rencontres. C'est vrai que comme j'expliquais tout à l'heure, je démarre la bande dessinée en recopiant les fumetti avant de passer à la phase conception. C'est une passion puisque moi j'ai fait une formation dans le génie civil à l'école, au lycée, et moi je voulais vraiment et j'arrive dans le génie civil pour une mauvaise orientation parce que dans la tête de mes parents, c'est comme tu aimes dessiner, pour faire du dessin, c'est dans le génie civil, tu veux faire pour être architecte. En fait, dans le génie civil, le lycée c'est F4 qui fait architecture, études du sol, mécanique appliquée, plein de choses. Mais en fait, je me suis retrouvé là parce que c'était une petite erreur d'orientation, parce que je me disais je vais aller faire du dessin dans ce lycée. Mais par contre, en fait, c'était du dessin technique. Bon, à part la suite, je sors de là, je rencontre... c'est vrai qu'au lycée, j'étais beaucoup plus avec... je faisais partie des associations, je faisais des choses en matière de BD. Après le lycée, je me retrouve aussi au Centre culturel français de Douala. Je cofonde l'association avec des amis pour être là. Et quelques années plus tard, je me retrouve à Libreville, où je représente le Cameroun. Et c'est là où le déclic, je rencontre le patron du Festival de la bande dessinée de l'époque, Yves Poineau. C'est grâce à lui que tout se déclenche. Voilà. Donc je me retrouve ici en 1999, au Beaux-Arts Angoulême. Et après, j'ai eu un contrat chez Bayard Presse Édition. À mon arrivée, j'ai travaillé pour Bayard pendant 4 ans, étant encore étudiant. Donc vraiment, j'ai les références en matière de BD. C'est vrai que je pars au départ avec les fumetti, mais ma référence, après, quand je suis arrivé en France, c'était Alex Rox, l'américain, puisqu'il était assez hyper réaliste. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé, parce que moi j'ai plusieurs univers graphiques. Je vais dans plusieurs univers
en fonction de la thématique à traiter. On va essayer de cette capacité et c'est à partir de plusieurs écoles, voilà, que je rencontre, des écoles, des auteurs que je rencontre comme ça à travers la lecture et que je trouve le graphisme vraiment intéressant et allant un peu dans la direction de ce que je veux. Mais ça veut dire que l'un et l'autre, à aucun moment dans votre parcours, ou est-ce qu'à un moment dans votre parcours, vous vous êtes demandé qui vous a précédé, en fait, quels étaient les auteurs Madagascar, en Cameroun ou ailleurs, qui ont pu exister, qui ont pu créer de la bande dessinée? Alors, pour mon cas, comme je le disais tout à l'heure, ma mère dessinait. Et à la maison, en fait, on avait des bénins, des danses, des bandes dessinées malgaches inspirées des fumetti italiens. C'était les premières bandes dessinées malgaches que j'avais vues. À ce moment-là, j'étais encore trop petite pour me dire que tiens, ça existe, c'est possible et tout. Mais plus tard, mais vraiment plus tard, je crois que c'était en 2015, j'ai rencontré Eric Oudois qui fait cette BD-là. Et c'est là que, pour la première fois, j'avais vu qu'il y avait des Malgaches qui faisaient, par exemple, des albums cartonnés. Alors, les presses, Nga et tout ça, je lisais, mais personnellement, ce n'était pas vraiment le genre de bande dessinée que je voulais faire parce que moi, de un, je ne fais pas dans l'humour et de deux, je ne suis pas forte en caricature. Bon, peut-être pour mes professeurs à l'école, mais voilà, ce n'était pas vraiment ma vocation. Et à partir de ce moment-là où j'avais rencontré Eric, je me suis dit, tiens, c'est possible, je vais essayer de me renseigner chez qui il est édité, etc. Mais sinon, avant ça, je travaillais dans une agence de communication en tant que storyboarder et graphiste. Et voilà, pour moi, c'était un tout petit peu le seul endroit où je pouvais faire du dessin, donc la publicité en général. Et voilà. Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Simon, sur la question politique. Vous disiez, il y a un moment, il faut choisir. Soit on fait de la politique, soit on fait du dessin. Est-ce que la politique telle qu'elle se mène dans vos pays, quelle est une contrainte quand on est créateur ? Le plus important, généralement, moi, quand je parle de choix entre engagement politique, de toutes les façons, un auteur qui prend un crayon, c'est déjà un engagement politique. Mais c'est la façon dont de traiter un sujet qui fait qu'on est un artiste ou un politique. Parce qu'il y a une manière directe de dire des choses, une manière indirecte de dire des choses, mais plus efficace. Bon, moi, je pars du principe que si on veut vraiment passer le message, il faut trouver des canaux vraiment qui sont assez... qui peuvent toucher directement la société. Bon, moi, je suis très engagé dans mon fonctionnement. Je passe pas par quatre chemins pour dire des choses. Je dis toujours ce que je pense. Parfois, il m'est arrivé de dire à ceux qui dirigent le ministère de la Culture ce que je pense de leur politique. Et je n'ai pas peur de le dire. Mais je ne vais pas faire une BD pour dire tel est comme ci, tel est comme ça. Mais si je veux le dire, je vais passer par des canaux un peu... plus, comment on appelle pas de côté, comme les pas de côté, mais par l'humour, de manière très très directe aussi. En fait, de passer de côté, mais par contre assez plus perspicace pour passer le message. Donc, je me dis, comment est-ce que je peux expliquer ça ? Il faut vraiment trouver l'angle pour vraiment passer le message. Il ne faut pas toujours... c'est pour ça que moi je parle de la différence entre faire la politique ou bien faire de l'art en quelque sorte. On peut faire les deux, mais d'une manière très artistique. Oui, mais est-ce qu'on peut complètement s'affranchir de la politique ? Vous connaissez cette phrase, si on ne s'intéresse pas à la politique quand même s'intéresse à nous. Et comme on sait que malheureusement il y a des démocraties et puis des régimes autoritaires qui parfois succèdent dans l'actualité des pays, jusqu'où est-ce que ça contraint quand même la volonté d'être artiste et de s'affranchir de cette réalité politique ? Déjà, moi, pour répondre à la question, c'est une question aussi de censure, d'autocensure. En grande partie, oui. Ouais. Donc, la censure, c'est se dire, si je vais... Moi, d'ailleurs, je me suis toujours battu à être autonome. Déjà, si vous travaillez des projets pour aller chercher des financements auprès des institutions, parfois, à un moment, ça vous limite. Vous ne pouvez pas vous attaquer à oui, à celui qui paye. Oui, à celui qui paye. Donc, moi, je me suis toujours... C'est pour ça que moi, je préfère être éditeur indépendant. Et cela ne veut pas dire que les subventions, je ne les prends pas, mais les subventions, je les prends. Mais moi, je suis un peu dans le système français où je suis dans la région où la subvention,
se donne en fonction du bilan comptable de l'entreprise et le sérieux et les projets engagés de la structure. Parce que ma maison d'édition, c'est une société. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est hyper exigeant. Je peux faire dans cette direction parce que ça me permet d'avoir une liberté d'expression de ton. Et dans mon pays, généralement, ce que j'ai toujours... bon, c'est vrai que je suis allé plusieurs fois voir les responsables du ministère de la Culture pour proposer des projets, mais j'ai compris que parfois on essaie de m'orienter. Pour y arriver, il fallait aller, vraiment, il faut être partisan du parti au pouvoir. Bon, c'est des choses que ça passe pas avec moi. Je préfère me retirer et ne pas, voilà, c'est un peu comme ça. Et l'autocensure, et aussi par rapport aussi je vais un peu revenir à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec les missions de coopération française. Ça va être ma question d'après, donc voilà. Allez-y. Et moi, par contre, je suis issu de ce milieu parce que grâce à la coopération française, j'ai pu venir faire des études en France. Donc par la suite, quand j'ai travaillé chez Bayer Presse Édition, je me suis occupé d'une BD qui parlait de la jeunesse africaine qui était distribuée dans toute l'Afrique des calibres. Et j'ai pris conscience dans cette collaboration qu'il fallait faire attention à ce qu'on dessine en fait. On avait une responsabilité avec le crayon. Il ne fallait pas se faire manipuler et raconter des histoires, la vision des autres pour les Africains. Et donc j'ai eu ce problème et je me suis barré. J'ai fait 4 ans et on pouvait aller plus en avant. Et je me suis dit non, moi j'y vais pas. Je ne veux plus continuer. Et parce que bon voilà, j'étais aussi un peu, comme je venais du réseau, il fallait vraiment être le bon soldat, mais c'est au dernier moment que je me suis rendu compte que ce que j'ai dessiné, c'était un peu de la manipulation. Et je n'ai pas du tout apprécié. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant, je vais plus laisser personne me manipuler, aller dans le sens de ce que je ne veux pas, en fait. Donc, il y a ça. La mission de coopération française aujourd'hui, elle fait beaucoup de choses par rapport à l'Afrique. Mais comment est-ce qu'elle le fait? Est-ce que vraiment l'argent des contribuables qui est envoyé en Afrique pour accompagner des projets de coopération, parce que bon, malheureusement, elle se substitue aux politiques intérieures des pays qui n'ont vraiment pas. Moi, je pense que c'est une volonté parce on est parfois dans un pays où il faut fabriquer des abrutis qui ne vont pas venir poser des questions aux gouvernants. Oui, pourquoi telle chose ne marche pas, ainsi de suite. Donc, on préfère ça. C'est comme un peu dans la société occidentale où on a tendance à pousser vers la consommation pour éviter d'avoir des personnes qui vont réfléchir qu'est-ce que je consomme en fait. On est dans ce problème-là. Et ce que je reproche parfois à ces milieux, c'est que quand vous êtes parfois libre, vous n'êtes pas la personne en fait, on vous écarte. Moi, je suis très étonné que j'ai été issu de ce milieu, que après, par la suite, tout ce que j'ai pu faire dans la bande dessinée, j'ai jamais été invité en Afrique pour faire quelque chose. Mais je sais pourquoi. Et tout récemment, vous voyez par exemple la BD Colonel Toutou. Quand il y a eu Africa 2020 en France, j'étais convié pour participer. Africa 2020. Donc, je précise, c'est en 2020, puis ça a été prolongé d'une année avec le Covid. Il y avait eu l'année de la bande dessinée qui avait été lancée, donc c'est ça, et avec notamment un focus sur l'Afrique. Donc là, c'était en même temps voilà, que l'Afrique mise à l'honneur, donc dans cette appellation Africa 2020. Africa 2020. J'étais convié au départ, mais je n'avais pas encore sorti. Le Colonel Toutou n'était pas sorti. Mais quand il y a eu, on a repoussé, bon, par la suite, j'ai sorti Colonel Toutou en plein Covid. Mais après, on m'a pu appeler. J'étais plus convié dans quoi que ce soit. Même dans les médias, on n'a même pas fait allusion qu'il y avait un éditeur africain qui avait une structure. Mais j'ai compris, mais ça m'a fait rigoler. Je dis, bon, de toutes les façons, moi, je m'en tape. Le plus important pour moi, c'est de faire ce que j'ai envie. Voilà. Et c'est un peu ça. Et je me mets un peu à la place de ces jeunes qui bénéficient de ce réseau de financement, qui, malheureusement, s'ils ont des choses à dire de manière assez directe, par rapport à beaucoup de choses, ne peuvent pas parce que bon voilà, il y aura cette peur là de. Même tout récemment, la rencontre qu'il y a eu à Paris sur le forum sur la littérature, sur la bande dessinée, sur la littérature jeunesse en Afrique, j'ai pas été convié. Pourtant, je suis un acteur. Oui. Bon voilà. Mais pour moi, ça me fait ni chaud ni froid.
Et en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Christophe Cassio-Ory, votre regard justement sur cette question-là par rapport aux différents acteurs. Donc il y a l'acteur politique, mais Simon a rajouté effectivement l'acteur de la coopération française, et on pourrait rajouter un autre acteur qui est celui des ONG aussi, avec leurs intérêts et ce qu'elles proposent. Jusqu'où est-ce que ça contraint ou forme le paysage de la bande dessinée d'aujourd'hui? Non, je crois que c'est quasiment fini. La bande dessinée ou c'est Non, les je acteurs? veux dire l'influence des services de coopération culturelle, enfin de l'action culturelle, ce qu'on appelait les SCAC, services de coopération et d'action culturelle en Afrique. L'influence qu'ils ont pu avoir sur les auteurs de BD, la BD sur le continent, depuis environ 15 ans, 20 ans, c'est quasiment... Enfin, ils organisent encore des stages, de la formation ou autre, mais en gros, ils ne sont plus des acteurs importants. Je veux dire, on vit une époque de mondialisation et la coopération française n'est plus celui qui donne des prébendes, qui influence et autres, quoi. Il y a eu une influence de moins en moins importante. Vraiment, c'est devenu mineur. On a affaire à des jeunes auteurs connectés. Enfin, vraiment, leur influence, c'est le monde, quoi. Donc, ce dont parle Simon Pierre, c'était il y a 20 ans. Maintenant, de nos jours, il n'y a plus grand-chose. Mais cet autre acteur qui est l'acteur politique, jusqu'à ce qu'il contraint ou pas Alors, je vais avoir des propos un peu de côté. Enfin, je ne sais pas si les gens vont être d'accord dans la salle, mais moi, je crois qu'il faut... Alors, je ne suis pas politologue, mais ce que j'ai pu observer, je vais en Afrique 3-4 fois par an, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde un pouvoir fort et un pouvoir autoritaire. C'est important, quoi. En France, on n'est pas dans un pouvoir autoritaire. On pourrait en débattre. Hein. Je suis d'accord avec ça. Hein. Mais en gros, on n'est pas dans un pouvoir autoritaire, mais on est dans un pouvoir fort. Les lois s'appliquent. En Afrique, on est souvent dans le cadre d'un pouvoir autoritaire, qui est ne viens pas me contredire dans la façon dont je gère le pays, et tu fais à peu près ce que tu veux par ailleurs. Donc c'est plutôt un gros bordel. En gros, hein, c'est Mobutu, donc c'est l'ex-dictateur de l'ex-Zaïre, hein, de 1965 à 1997. Zaïre devenu Congo par la suite. Voilà, enfin revenu RDC. Mobutu disait tant que vous ne touchez pas à mon pouvoir, mais vraiment c'était ça. Hein, c'est pas, je suis pas en train de réinterpréter ses paroles. C'est ce qu'il disait. Tant que vous ne touchez pas à mon pouvoir, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, c'était caricatural, c'est le cas de le dire, mais en gros, c'était ça. Et ça correspond à peu près à ce que vivent 80% des pays et des citoyens. Je veux dire, la société civile, elle est forte en Afrique. Très forte. Quand on va dénoncer, par exemple, l'absence de redistribution, ou quand Simon met en scène voilà, ce dictateur, il y a quand même une contestation du pouvoir. Oui, mais il laisse faire quand même. Hein. Mais oui, ça leur sert. Je veux dire, c'est... Au contraire, plus vous critiquez, moins vous êtes dangereux. Vous avez au moins voire 2 ou 3 échappatoires. Je veux dire, et puis quoi? Je veux dire, les présidents se succèdent, font des coups d'État ou viennent aux urnes vraiment par la voie des urnes. Ça existe, hein, faut pas croire. Hein, ça existe. Le Niger, où le président a été renversé, il avait été élu. Mal élu, mais en gros, il avait été élu. Il n'avait pas bourré les urnes, ou en tout cas pas plus que son rival. Et oui, parce qu'il faut pas croire. Le mec qui hurle à la fraude a aussi bourré les urnes. Hein. Il a des partisans dans certaines régions du pays qui y vont. Enfin, c'est comme ça, quoi. Bon, bref. Donc, en gros. Je disais quoi là je sais plus. Non, en fait, le pouvoir autoritaire laissait faire parce qu'il n'avait pas les moyens peut-être de répression. C'était un échappatoire. Hein. C'est ça, oui. Mais en gros, je veux dire, enfin moi, j'ai grandi au Cameroun, j'ai été élevé au Cameroun jusqu'au lycée, j'ai vécu au Congo Kinshasa.
même quand il y avait une dictature, mais les gens passaient le temps ouvertement à se plaindre, mais tout le temps. C'était affreux. Sauf dans un pays. Mais comme le pays est géré par quelqu'un qui est l'idole des Africains, je vous à peine le dire, le Rwanda, où là c'est à la fois un pouvoir autoritaire et un pouvoir fort. Là on peut parler de dictature, mais on ne peut pas le dire parce que comme on est complice du génocide, ça... Il y a un sacré passif effectivement avec voilà. la France. Mais voilà. Donc en gros, non, je ne crois pas que ça influence beaucoup sur la création. Par contre, l'absence d'aide, et Simon Pierre l'a très bien dit, l'absence de cadre, enfin bref, en gros, le bordel, quoi, fait que, ben oui... J'ai vu aussi Katmous qui inquiète, non mais voilà, pays, l'opinion du chef de Madagascar qui va connaître prochainement des élections présidentielles. On peut quand même tout dire malgré tout, tout faire. Au fait, les dessinateurs à Madagascar ne sont pas une grande menace. C'est plus les journalistes que les dessinateurs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que des fois, on peut être les deux. Je ne dis pas que je prétends être quoi que ce soit. En tout cas, bon, non, on nous laisse créer librement. Mais par contre, pour demander quelque chose, par exemple, au gouvernement, il ne faut pas compter là-dessus. Après, pour mon cas, comme je fais essentiellement des bandes dessinées jeunesse, donc là, la censure, je pense, elle est un peu plus dure parce que, c'est un avis personnel. Pour moi, je pense que le plus dur, le public le plus dur à qui écrire, c'est les enfants. Donc, par exemple, dans Harry, on montre Madagascar, on montre aussi... on montre les beaux côtés, mais on ne voulait pas uniquement embellir et voilà, on ne voulait pas faire quelque chose de faux. Donc on montre qu'est-ce qui se passe aussi, mais d'une manière très douce. Voilà. Après, il y a un deuxième niveau de lecture pour les adultes qui voient le côté politique dedans. Voilà. Alors, il y a ça, et puis j'aimerais aussi qu'on questionne un peu des thématiques ou des esthétiques. Est-ce que, et notamment dans la génération émergente dont vous faites partie et qui est exposée ici, est-ce qu'il y a un nouvel imaginaire, un autre imaginaire qui émerge dans la bande dessinée ? Soit par le dessin, soit par le sujet, soit par des personnages. Simon ? Oui, je pense en fait les dessinateurs aujourd'hui de bande dessinée en Afrique s'inspirent de plusieurs univers. Se construisent avec des univers divers et ce qui apporte en eux une forme de qualité intrinsèque qui permet d'avoir une identité propre. Mais c'est vrai que cette identité propre, généralement, est toujours proche d'un style et d'un autre style. Bon, moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans le domaine de l'univers graphique en Afrique, parce que nous, on a tellement tout, quoi. L'Afrique a tout. On a non seulement les histoires, qui sont déjà là, les contes, les légendes, même les histoires de construction de pays, de peuples, la politique. Il y a tellement de choses à dire. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire de formation à l'esprit. Amener les gens à prendre conscience qu'ils ont quelque chose de fort, et l'adapter sous forme de bande dessinée. Et je suis sûr que si on arrive à faire ça demain, c'est une question d'organisation. Nous ne sommes pas très organisés parce que, comme je disais tout à l'heure, pas de politique culturelle, même pas de statut d'artiste. Quand on va avoir les régimes, quand on va vraiment avoir 2 ou 3 pays qui vont prendre conscience de ça, je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire et d'autres pays vont copier cela. Moi, je suis sûr, moi, je suis optimiste de ce côté-là. Mais en matière graphique, je trouve aussi qu'on a beaucoup de choses. Et que c'est quand même dommage qu'on aille toujours prendre ailleurs. Quand vous voyez par exemple les masques en Afrique, la bande dessinée, vous voyez aujourd'hui, en Afrique, on avait une autre forme. Dans les sociétés anciennes, il y avait une autre forme de BD qui se faisait à travers les masques, où les masques quand même, ça racontait une histoire, ça parlait d'une approche culturelle, parce que chaque masque avait un rôle dans la société africaine et racontait une période bien spécifique. C'est pareil avec des fresques, des fresques qu'on trouve aujourd'hui en pays bamileke, au Cameroun, chez les Dahomey. Tous ces petits objets, c'est vraiment des trucs dessinés. On peut partir de là pour créer vraiment une identité africaine, mais
est-ce que bon, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des écoles des beaux-arts, des universités, au niveau sur l'histoire de l'art. Il faut amener les jeunes à apprendre l'histoire de l'art africaine pour justement les amener à construire. Il y a quand même à construire un tout petit peu leur univers graphique pour se détacher de ce qui se fait un peu partout dans le monde entier. Parce qu'on a vraiment des richesses. Mais c'est une forme, je ne dirais pas la paresse, mais c'est une forme de prise de conscience. Et je pense qu'avec le temps, ça va se faire, puisque on est encore à l'état, moi tout à l'heure on parlait d'état dans les coulisses, l'état embryonnaire. Mais je pense quand on arrive à atteindre, quand on est dans l'état embryonnaire, après on passe à la maturation, et je pense que ça viendra avec le temps. Donc, moi, voilà. Il y a un acteur qui pourrait éventuellement vous aider là-dessus. Ce sont les éditeurs ici en Europe et notamment en France. Est-ce qu'ils sont... alors certes, il y a Marguerite Aboué, mais qui est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que c'est des éditeurs qui sont curieux de ces différentes esthétiques, qui vont aussi regarder ce qui se passe dans les pays d'Afrique pour essayer de dénicher de nouveaux talents? Ou pas du tout? Vous qui avez fondé votre maison d'édition en France, mais qui est tournée vers l'Afrique, est-ce que vous auriez pu intégrer une maison d'édition, comme l'a fait Christophe chez l'Harmattan, en étant éditeur chez un éditeur installé? Écoutez, moi, en fait, avant même d'arriver à la maison d'édition, moi, j'ai travaillé pour les autres maisons d'édition. Et le projet de Webtoon qui est lancé par Dupuis, j'en fais partie, même comme... je n'ai pas pu, pour des raisons d'occupation de ma structure, j'ai pas assez avancé, mais bon, je pense qu'il y a un lien qui est très fort avec les porteurs de projets, qui fait que bon, ils savent que le jour que je vais vraiment gérer mes problèmes, je vais revenir. Pour moi, je reste toujours, je reste ouvert, et c'est toujours bien d'accompagner. Pour moi, en fait, je l'ai fait avec Vladimir, puisque quand Vladimir m'a parlé de ce projet. J'étais vraiment, je me suis dit, mais en fait, tiens, voilà, il y a une chose qui m'est venue en idée, je me suis dit, en fait, cette démarche-là va permettre à ce que les petits farceurs qui profitent des subsides de coopération vont disparaître, parce que là, ça va être du professionnel, et on va mettre en avant ceux qui bossent, et tous ceux qui sont des petits malins, ils vont disparaître. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que je me suis dit, moi j'y vais, je vais donner ma part, et je vais continuer à y être, parce que c'est un projet, c'est vraiment intéressant de faire ça. Et non, je reste très, comment on appelle, je reste ouvert. Et par contre, je pourrais revenir à la question sur les éditeurs. Mais j'ai vu des auteurs en France qui ont travaillé en s'inspirant des masques africains. Il y a des auteurs qui font ce travail-là. Mais bon, c'est vrai qu'ils s'inspirent, comme Picasso l'a fait avec l'art premier, pour construire, pour faire une création. Mais parfois, ils n'ont pas le fond de ces esprits, de ces masques. Donc, les initiés, qui sont parfois généralement connus par les initiés, et c'est aux auteurs africains d'aller vers des initiés pour avoir les codes de ces masques, pour pouvoir créer quelque chose, pour apporter une identité. Donc, je sais que les éditeurs ici peuvent le faire, mais si ça se fait avec les auteurs africains ça va être très fort. Mais moi, je milite pour le fait qu'il faut vraiment que c'est bien d'être dans le marché européen, mais si on veut vraiment avoir une bande dessinée africaine, proprement dite, il faut qu'on développe le marché, l'économie du marché de la bande dessinée dans nos pays. Même comme les États ne nous accompagnent pas, il faut que les acteurs puissent vraiment le faire. Et peut-être en essayant de collaborer un peu partout, ça va peut-être un jour créer un déclic. Donc c'est ce qu'on espère. Hein. On verra ce qui va se présenter demain. Katmous, votre regard sur un nouvel imaginaire esthétique au niveau des sujets qui naîtrait dans cette nouvelle génération dont vous faites partie? Écoutez, les influences sont hyper larges aujourd'hui à l'ère où nous sommes tous très très connectés. Donc on essaie de s'inspirer de tout ce qu'on voit. Mais je rejoins justement ce que Simon a dit tout à l'heure par rapport au fond, pour créer des choses vraiment authentiques, on va dire. Par exemple, la maison d'édition où je suis éditée s'intéresse particulièrement dans sa ligne éditoriale aux auteurs de l'océan Indien. Donc c'est très très clair au fait, soit on vient de l'océan Indien et nous sommes libres de notre sujet, soit on est étranger à l'océan Indien, mais on est obligé de parler de l'océan Indien. Il y a beaucoup d'océan Indien dedans. Après,
pour les autres éditeurs, je n'en ai jamais approché, donc je ne sais pas en fait leur regard par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, moi par exemple, je travaille aussi pour des éditeurs aux États-Unis. Après, c'est pas de la bande dessinée, mais des livres jeunesse. Et j'ai envie de raconter ce qui se passe chez moi. Mais à chaque fois, on me dit il faut que ça soit un peu plus universel et on enlève le fond. Et franchement, des fois, ça me donne pas envie, quoi. Voilà. Oui, surtout quand l'universel devient du hors-sol, c'est forcément pas très intéressant. Ça devient trop uniforme et justement, on a envie de raconter cette singularité parce que l'Afrique, c'est très, très riche au niveau de la culture, des personnes. Il y a trop de choses à raconter, au fait. Donc, tout est là, au fait. La matière première, elle est là, mais il suffit juste de raconter. Votre point de vue, Christophe, sur cette même question d'un imaginaire qui émergerait dans la nouvelle génération d'auteurs ? Si je vous pose la question autrement, qu'est-ce qui relie les différents auteurs que vous avez choisi d'exposer dans une même exposition ici même ? Je crois que c'est leur apparente, je ne suis pas dans leur tête, leur apparente détachement par rapport aux influences franco-belges. Leur détachement par rapport à l'histoire de la BD en Afrique. Je crois qu'ils sont en train, même si évidemment ils ont des influences, bien sûr, ça c'est évident, mais on n'est plus dans l'imitation. Alors, on l'avait évidemment jamais vraiment été, ou en tout cas pas de façon consciente, bien sûr, mais ils trouvent leur chemin eux-mêmes, quoi. Et pour revenir à ce que vous disiez, Arnaud, et je voudrais quand même donner mon point de vue, puisque personne ne me le demande. Allons-y. Quel est votre point de vue, Christophe ? Sur le Marguerite Aboué. Et je pense que le succès magnifique lié à son grand talent de Marguerite Aboué n'a que peu à voir avec l'Afrique. Je pense qu'avec Aya de Yopougon, elle et son co-auteur, Clément Aubry, je crois, qui s'appelle, c'est ça, Clément Aubry, je pense qu'ils ont réussi à créer un style que je n'ai pas retrouvé ailleurs, mais qui doit exister. C'est une forme de telenovelas en format BD. Pour moi, quand je lis Aya de Yopougon, je lis un feuilleton brésilien, mais évidemment à la mode africaine, enfin avec un décor africain. Mais je pense que c'est ça qui, bien sûr, évidemment, les expressions africaines et autres, évidemment, de dire Marguerite a un vrai talent, enfin, c'est incontestable. Mais je ne crois pas que ce soit que ça qui fasse le succès. Je pense que l'Afrique y a sa part, mais le style graphique, la façon, le découpage, la façon de mettre en scène, moi je lis les feuilletons des années 80-90 qu'on nous passait sur M6 à 23h30 ou mal doublé, quoi, où les actrices brésiliennes se faisaient larguer par leur amoureux, quoi. Je pense que c'est ça, c'est un style que j'ai pas retrouvé ailleurs, en fait. Et je crois que c'est pour ça que Marguerite Aboué ne fait pas école en Afrique, parce que dedans il y a des influences. En gros, pour moi, quand elle a fait Aya de Yopougon, elle s'est rappelée de ses après-midi devant la télé qu'elle a dû passer quand elle avait 17 ans et que, comme tous les ados, elle s'emmerdait, quoi. À mon avis, c'est ça. Voilà. Et je crois qu'il y a un mystère Aya de Yopougon, mais que je l'ai résolu. Voilà, bravo. Bravo, Christophe. Et ben du coup, je vous propose une question en bonus. Ah ouais. Quelle est la fameuse question ? Est-ce qu'il y aurait une BD africaine ? Ah putain. Est-ce que, comme on parle de bande dessinée franco-belge, de comics, de manga, il y aurait quelque chose qui unirait, alors pas forcément l'ensemble des cultures des 54 pays, mais il y aurait quelque chose quand même qui communiquerait à travers tous ces auteurs ? Bon, évidemment. C'est la BD en Afrique et pas la BD africaine, quel titre que vous avez choisi pour l'expo ? J'ai insisté auprès de Simon Rochepeau pour qu'on dise bien la BD en Afrique. Dès qu'il a vu les auteurs, il était tout à fait d'accord. Et les autres camarades également. Donc,
En creux, c'est ce que vous êtes en train de dire, donc je le répète, il y a eu quand même une influence des anciens pays colonisateurs, quand même, donc effectivement, vous l'avez quasiment dit dans votre question. Est-ce qu'il y a une empreinte commune ? Je ne sais pas. J'essaie d'avoir tout ce qui se fait en Afrique, c'est un vrai travail, hein, c'est une vraie passion. Je ne vois pas d'empreinte commune, mais est-ce que je vois beaucoup d'empreintes communes aux différents auteurs franco-belges ? Non, pas tant que ça. Donc non, pour l'instant, stylistiquement parlant, non. Mais je sais qu'il y a des auteurs qui y travaillent, qui essayent de produire une BD qu'ils intitulent authentiquement africaine, qu'ils essayent de produire. Donc Simon Pierre a dit quelque chose d'intéressant. Tu sais que toi aussi, hein, tu dis des choses intéressantes. Hein. Non, je veux dire, je te cite jamais, mais c'est ça. Quand il dit les masques, effectivement, il y a beaucoup d'auteurs africains qui travaillent en s'influençant des différents masques africains. Donc voilà. De quoi ? Dans le micro, Simon. Japhet Nyakota, il y a un auteur au Cameroun qui a déjà, il a la chance. En fait, il a fait des études, des hautes études de docteur en comment on appelle, en histoire de l'art. Ouais. Donc il a beaucoup travaillé là-dessus. Et il a développé il a fait des recherches sur les masques, comment prendre des masques, aller chercher dans comment on appelle dans le sens de ce que les masques avaient dans la société africaine, les rôles, et les adapter graphiquement. Et il est vraiment l'un des rares qui a réussi à créer un truc qui est vraiment très proche des masques et de l'esprit des masques africains. Alors, c'est Japhet Nyakota. Oui. C'est un auteur de BD camerounais. Achetez-le, c'est super. C'est moi qui l'ai édité. Donc, je veux dire, mais allez-y, hein, et puis offrez-le, rachetez-le. Ouais, non, mais t'as raison. Mais il y en a d'autres là. Donc oui, il y a des gens qui recherchent sur le plan esthétique. Il y a des styles qu'ils ont même essayé d'inventer et qui portent des noms, Milili ou ce genre de choses. Je ne sais pas encore trop parce qu'évidemment il faut produire pour trouver un style. Donc c'est pas 3 ou 4 planches que tu vois par hasard sur Google ou sur Facebook. Donc non, je dirais qu'il n'y a pas de BD africaine au sens où on dirait qu'il y a du manga japonais et que le manga chinois c'est détaché du manga japonais. Alors, je ne parle même pas du manga coréen qui a trouvé son style également, et aussi d'autres styles. Pour l'instant, je ne crois pas, mais je suis de moins en moins affirmatif. Je trouve qu'il y a des choses qui bougent. Qui bougent, oui. Et c'est hyper intéressant. En tout cas, détachement par rapport à l'influence, allez, franco-belge pour être gentil, pour ne pas dire française. Mais voilà, on va parler politique, donc j'arrête. Bon, en fait, tout à l'heure, pour accompagner ce que tu disais, quand je parlais de maturation, je pense que ça viendra. Parce qu'on ne peut pas... les gens, cette génération, ce qui est bien en Afrique aujourd'hui, vous voyez, il y a un grand bouleversement en Afrique en matière sociopolitique. Il y a une génération qui s'informe sur Internet, qui vont vers d'autres cultures en apprenant beaucoup de choses dans d'autres cultures et qui reviennent un peu en arrière et se posent des questions sur eux dans le monde. Et je pense qu'avec tous ces phénomènes aujourd'hui d'Internet, automatiquement, les auteurs, les créateurs vont arriver, parce qu'on a cette problématique-là aujourd'hui, on l'a plus dans la peinture. Quand tu vois vraiment les œuvres, les peintres qui sont dans les pays africains, ils font vraiment un travail ils reviennent, ce qu'on appelle l'afrobac, ils reviennent en arrière des cultures africaines, ils prennent des choses dans des cultures anciennes et l'adaptent au monde contemporain et ils font vraiment des merveilles. Et moi, je suis sûr que dans la bande dessinée, ça viendra. Parce que le seul problème avec la BD, c'est que les illustrateurs, généralement, sont vraiment formés dans le tas et parfois certains ne sont pas allés assez loin à l'école. Ou bien parfois on fait des formations techniques pour trouver un travail. Mais je suis sûr et certain que avec le temps, ceux qui ont eu cette chance de vraiment d'arriver à un certain niveau d'études comme les Japhet, ils vont vraiment amener de plus en plus de personnes à prendre conscience de ça. Et aussi, bon, le seul truc que je suis africain, je vois, on parle beaucoup de la solidarité africaine,
Mais on a un problème aujourd'hui, on est en train de développer dans notre métier l'égocentrisme, et c'est ça qui est un problème, qui peut être un danger pour nous. Et il faut qu'on veille à ça et qu'on essaye d'amener les acteurs du milieu de la bande dessinée à faire attention à ça, parce que ça peut nous détruire. Et c'est même ça qui est à l'origine du frein de l'évolution de la BD africaine. Parce que beaucoup d'entre nous ont beaucoup plus pensé perso que vraiment de réfléchir en termes de groupe pour avoir plus d'impact. Parce que quand on va tout seul dans une maison d'édition, parce qu'on se dit être le meilleur que tous les autres, quand on sort un album dans une collection, et quand on est africain, même si c'est l'Afrique, malheureusement, on se fond dans la masse, parce que quand même, on est dans un pays où on est dans un pays dans le monde entier où il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de titres qui sortent. Si vous ne venez pas en groupe, vous n'existez pas. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons, les initiatives comme le webtoon sur la BD africaine et ce qui se fait. Et moi, par rapport en tant qu'éditeur, je dis toujours à mes amis, le fait d'être là avec Christophe par rapport à l'Harmattan, ça ne suffit pas. Il en faut 4, 5, 6, même 10 pour qu'on soit un bloc, vraiment pour exister. Parce que si on reste toujours très peu, ça va être très difficile de percer vraiment, de percer le marché. Et donc, plus on est nombreux, plus les autres maisons d'édition vont s'intéresser à nous, en se disant, ah ouais, il y a quelque chose qui se fait en Afrique, voilà, il y a tel nombre de lecteurs, moi je vais aller créer une telle. Parce que c'est une question aussi économique, hein. Il y a tel nombre de lecteurs que je vais aussi aller draguer pour les amener à acheter mes livres. Donc, c'est des choses qui vont se faire. Il y a un thème économique, un thème de création, il y a vraiment, avec le temps, la maturation va nous permettre d'arriver à ces niveaux. Ouais. Eh bien, merci. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à nos trois invités? Nous avons une proposition tout en haut à droite. Allez-y, on va ouvrir le micro. Bonjour. Non. Si c'est bon. Je m'adressais, vous parliez de censure en Afrique. Depuis peu, il y a de la censure en France d'artistes africains, notamment au Mali. Vous dites que ça existe en Afrique, en France ça arrive. Ça arrive, là c'est pour des raisons politiques, géopolitiques, etc. Mais en fait on n'y a jamais de limite à la raison de la censure parce qu'il n'y a pas de logique à la censure. Du coup, en tant qu'artiste africain, pas directement touché en ce moment depuis 3 mois par ces questions de restriction et de censure, est-ce que malgré tout il y a une conscience artistique chez les auteurs de BD en se disant on est peut-être menacé sur un marché qui peuvent nous fermer la porte sans raison à tout moment? Oui, je suis en fait d'accord avec vous. C'est pour cette raison, moi je disais tout à l'heure, il est important qu'on soit autonome, qu'on crée une économie qui nous permet d'être libre dans nos choix, dans nos démarches. Et si on va dans cette direction, c'est vrai, on va être prémunis. En fait, on sera protégé de cette forme de d'épée Damoclès sur nos têtes, quoi, en quelque sorte. Donc, je pense il faut. Et aussi pour répondre, ça va vous faire rire. Dites-vous que tout ce qui arrive en France aujourd'hui, l'Afrique, ça a été une expérimentation de la dictature avec tous ces petits trucs. Mais la France-Afrique a cette particularité que comment on appelle les France-Africains, moi ce que j'appelle les France-Africains, les acteurs de la France-Afrique, ils ont développé la technique en Afrique. Maintenant, il est temps maintenant de tester en France et c'est en train d'arriver en France. Donc je pense que j'observe ça, je me dis, je vois depuis le président, ceux qui sont à la tête comment on appelle, les dirigeants en France, j'observe certaines choses, je me dis, oh là, malheureusement, en fait, c'est en train d'arriver ici. C'est ce qu'on a vécu chez nous. Moi, je vais venir et je pense que si les Français ne font pas attention, ils vont se retrouver comme nous en Afrique. Hein. Ça ne va pas. C'est la même chose qu'avec le FMI qui a passé avec son plan d'ajustement structurel. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est quasiment c'est la même chose. Et les gens ne voient pas, mais bon, l'Afrique, c'est le terrain d'expérimentation, mais ça arrive. C'était une parenthèse. Hein. Merci. Une autre question tout en bas. On va apporter un micro. Deux questions, je vais me permettre, si vous voulez bien. Tous les deux, vous avez parlé beaucoup de Fumetti. Et les illustrés français, non, vos deux pays, ils ont été sous influence italienne? En fait, c'est les seuls BD qu'on avait à disposition en Afrique, dans nos pays. Je ne sais pas si à Madagascar c'était le cas. C'est pareil aussi. Ouais. Donc on n'avait que ça et on était obligé de... C'était tellement... Bon, parce que c'était vraiment lu. Hein,
D'accord, donc moi, ce que j'appelle les illustrés français, ça n'arrivait pas en Afrique. D'accord, très bien. Tintin quand même arrivait en Afrique, même Astérix, mais par contre ça arrivait dans les familles aisées. Non, mais même moi, blanc d'Afrique, j'ai été élevé avec Black le Rock, pas du tout avec Spirou. Même moi, ça coûtait beaucoup trop cher. Et donc c'était les invendus des marchés français ou belges, les invendus, ou les tirages d'impression trop forts, donc je sais pas, je connais rien, qui étaient importés en Afrique et revendus dans les petits kiosques. C'était 350 francs CFA. Donc à l'époque, 1 franc valait 50 francs, donc ça valait 7 francs français en moyenne, 7 francs français, donc l'équivalent de 1 euro si on devait faire la parité. Donc oui, donc c'était l'influence de Tintin et Spirou, c'était plus les albums dans les centres culturels français que les revues ou Pif Gadget. J'ai jamais vu un Pif Gadget dans un pays d'Afrique, jamais. Bon, peut-être que c'est parce que c'était des cocos, je sais pas. Ça l'était. Simon Bombo, pardon. Voilà. Merci un petit peu sur les liens entre la politique et la bande dessinée. Alors je vais poser la question d'une manière abrupte. Charlie Hebdo, ça peut exister en Afrique? Qui souhaite répondre? Alors dans le micro s'il vous plaît, Christophe. Pas sur un plan cul. Pas sur un plan cul. Pas sur un plan sexe. Ouais, mais je veux dire, dans Charlie Hebdo, il y a des images de sexe, et alors ça ne passe pas. Et chez personne. C'est pas que quelques provocateurs, mais sur un plan politique et social, peut-être. Oui. D'ailleurs, Popoli ou même gars, peut-être. Ouais. Mais sur le plan du sexe, alors ça c'est absolument impossible. Il y a pas plus pudique que les populations africaines. Donc c'est génératrice. Donc attention, je dis pas que tout le monde est comme ça. Voilà. Et dans l'imaginaire aussi des lecteurs en Afrique, la bande dessinée, c'est une littérature pour enfants de jeunesse. Donc, c'est vrai que je vais prendre. Il y a eu une fois un de nos jeunes auteurs, des auteurs, des collègues, une fois on organisé comment on appelle, un mini-festival, et se sont permis d'exposer un magazine où il y avait des scènes de sexe. Il y a eu un parent qui est arrivé et qui a regardé, il s'est dit, mais je croyais que la bande dessinée africaine c'était autre chose que ça. De toutes les façons, je n'achèterai jamais ça pour mes enfants. Et donc c'est très dangereux parce qu'en fait ça peut vraiment être un blocage pour même amener pour l'achat, pour la vente des bandes dessinées. Ça reste que très l'Afrique, comme il dit Christophe, c'est pudique et on ne peut pas s'amuser à exposer la nudité comme ça. Moi j'ai 47 albums qui ont été publiés par l'Harmattan BD. Je suis pas bégueule, hein. Je m'en fous quoi. Il y a en tout et pour tout, il y a un album où il y a une case où on voit un couple qui fait l'amour. Un album. Parce que si je veux être lu en Afrique, c'est pas possible. Et puis chez personne, hein. C'est général quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Une autre question? Je voudrais vous dire, juste pour vous dire que Charlie Mensuel, donc c'est pas Charlie Hebdo, mais Charlie Mensuel, a été le premier journal à publier des auteurs africains, pour la petite histoire, en 1974. C'était des compatriotes de Heketmos. Voilà. Ils ont même fait la couverture. Ouais. Une autre question? Allez, une autre. C'était con. Ah, en haut à droite. On retourne en haut à droite. Ouais, c'est pas pour la censure cette fois. Vous parliez de la richesse de l'Afrique et je vous remercie de rappeler la richesse culturelle et historique de l'Afrique. Moi, j'en ai marre que ce soit des blancs qui me racontent cette richesse-là. Et je voulais savoir, est-ce qu'en auteur de BD africain, il y a une espèce de frustration
de voir que c'est ce qui est le plus lu sur l'Afrique, au final, c'est des Français, Belges, Anglais, etc., qui me racontent, moi, les histoires et la richesse de l'Afrique. Et est-ce que c'est une motivation supplémentaire comment dire, à raconter ça ou pas du tout, et on fait abstraction du passé autant que possible ou pas? En fait, je pars du principe que tout créateur a la liberté d'aller dans d'autres cultures pour traiter le sujet. Mais c'est vrai que parfois, il y a un problème de point de vue. Parfois ça peut être, ça dépend de la personne. S'il a des liens très forts en Afrique, s'il y a été pendant longtemps, s'il a par exemple dans sa famille l'Afrique et qui est très proche de la culture, là, le point de vue généralement est différent de celui qui part se servir des décors africains ou bien de l'ambiance africaine pour raconter une histoire occidentale. C'est là où il y a parfois un problème. Mais je pense que ce n'est pas un problème puisque dans le domaine artistique, il y a cette liberté. Hein. Les Picasso sont allés chercher, faire des travaux de recherche dans l'art premier et ont pu faire des merveilles. Mais c'est vrai que c'est quand on essaie de la détourner d'une autre manière qu'il y a un problème. Bon, pour moi, je me dis, tout à l'heure que je parlais des masques, j'ai vu des auteurs en France qui ont utilisé des bandes dessinées qui ont travaillé, qui ont une approche graphique avec des masques africains, mais qui l'utilisaient de manière graphique. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est vraiment les auteurs qui sont proches de ces cultures, qui sont proches des initiés de ces masques, parce qu'il y a tellement, dans ces masques-là, il y a vraiment des histoires profondes. C'est aller chercher dans la profondeur de ces masques et raconter, ça donnerait une autre couleur à ce qui est l'habitude, ce qui a été fait avant, ce qui a été fait par l'auteur qui va prendre rien que le côté graphique pour raconter son histoire. Donc voilà. Mais bon, c'est une liberté. L'art, c'est la liberté. Hein. C'est pas une question, on ne peut pas être frustré. Au contraire, ça peut même être une bonne chose aussi de dire, voilà, je mets en valeur, je raconte l'Afrique à travers les masques, je mets en valeur l'Afrique. C'est toujours la bienvenue. Ouais. Katmous. Moi, je me mets plus à la place du lecteur, au fait, par rapport à la question. Au contraire, moi, j'aime bien comment les autres voient chez moi, par exemple, quand ils font de la bande dessinée. Il y a Fazabé de Denis Vierge, par exemple, où il raconte l'histoire d'un Vaza qui va à Madagascar pour, je ne sais plus trop quoi, chercher quelque chose, et qui va finir par se marier avec une Malgache. Au fait, il raconte des choses que moi, je ne vois pas forcément tous les jours parce que moi, j'habite. Donc non, je ne ressens pas vraiment de frustration par rapport à ça. J'aime bien la liberté de création. Mais par contre, j'aimerais que d'autres Malgaches racontent eux aussi comment ils voient les choses. Voilà. Et Christophe? Oui. En fait, je me sens directement, pratiquement visé par votre question, qui est tout à fait justifiée, hein, je trouve. Bon, moi, j'ai créé une collection de BD spécifiquement pour ça, pour que des auteurs africains parlent. Peut-être pas de l'Afrique, hein, d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'auteurs africains nous disent, mais attendez, mais j'en ai ras le cul de parler de l'Afrique. Hein. Je veux parler d'autre chose. Hein, donc, votre question est tout à fait pertinente. Je crois que c'est pas... Enfin, je sais pas, je vais peut-être me défendre en disant ça. C'est peut-être pas le fait que des auteurs européens ou américains parlent de l'Afrique, c'est que des auteurs africains ne soient pas assez présents. Je crois que c'est en creux ça, quoi. Mais sinon, je rejoins ce que dit Katmous. Mes enfants sont la 4e génération de Cassio-Ori à être nés en Afrique. Donc au bout d'un moment, je me sens légitime à parler de l'Afrique. D'un point de vue particulier, évidemment, puisque je ne suis pas africain au sens où on l'entend. Donc ça dépend aussi de la relation que l'on a avec ce continent. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez Dany, le dessinateur Dany. Il a fait une série, dont je ne me rappelle plus le titre, c'est pas très, très grave, qui a 2 tomes, qui se passent en Afrique centrale. Le tome 1, il n'était jamais allé en Afrique noire. Le tome 2, il l'a fait après être allé en Afrique noire. Eh bien si, c'est dingue de parler d'une série dont on ne se rappelle plus le titre, mais en gros, Dany, il y a une série où il y a 2 tomes, il y a une différence énorme entre le tome 1 et le tome 2, mais énorme. Le tome 1, c'est une Afrique décor, imaginaire, qui n'a aucune réalité, même si l'album est extrêmement bien. Et le tome 2,
c'est une Afrique beaucoup plus empreinte avec la réalité. Parce qu'entre-temps, il avait fait des voyages en Afrique. Barli Barouti, qui était un auteur de BD congolais, l'avait invité. Il est allé au festival de BD de Kinshasa. Et il a pu se rendre compte de plus près comment ça se passait, quoi. Bon, là, il n'a pas fait de tome 3, si ça se trouve, ça aurait été encore meilleur, quoi. Voilà, donc je pense que c'est la relation entre l'auteur Arnaud Floch, qui fait beaucoup de BD en Afrique, a été élevé au Cameroun. Ben, je trouve que c'est beaucoup plus réel, quoi. J'ai les voyages de Dany, ça ne doit pas être ça. Non, mais je sais que tu es en train de contrôler. Non, mais c'est pas grave, c'est une vieille série. Bon, il y a 3 stands qui vendent nos BD. Le stand Toum Édition, c'est A28, hein, je crois. Non, c'est D38. 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 Il y a le stand des bulles dans l'océan. C'est des 34. Bah, en fait, on n'est pas loin. Et il y a eu la librairie qui vend mes BD, mais je viens d'oublier. Merde. A17. Je crois que c'est A17. Voilà. Vous pouvez... La droguerie Marine, voilà. Allez-y, demandez s'ils ont des BD africaines, parce qu'évidemment, c'est un tout petit stand. Voilà, donc c'est 3 variations et on mérite que vous vous intéressiez à nous. Et merci d'être venus. Et vous pourrez notamment donc découvrir Harry, la série de Katmousse, Colonel Toutou et bien d'autres albums que Simon Mbumbo vous avez soit édité, soit écrit. Et puis Christophe Cassio-Ory, outre les bandes dessinées, il y a l'histoire de la bande dessinée au Cameroun, la bande dessinée en Afrique à l'époque coloniale, ou bien la bande dessinée en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et bien d'autres listes que je n'ai pas avec moi aujourd'hui. Et puis l'exposition, la bande dessinée en Afrique, donc jusqu'à demain soir, ici à Quai des Bulles. Merci à tous les 3, merci à vous et merci à ceux qui nous suivent sur Twitch et YouTube.